Aujourd'hui, on change de sport pour aller retrouver une championne d'Europe 2025, si je te dis pas de bêtises. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça a eu lieu il y a quelques jours. Franchement, c'est tout récent. Clara Perrault est avec moi. Comment ça va, Clara ? Ça va, super. Ça peut que aller. Mais Tu on va en reparler. Donc évidemment que l'épisode du jour va être sur ces Europes, ces championnats d'Europe. Mais Clara, je viens de l'apprendre, auditrice du podcast, évidemment. Alors, très rigolo parce que si vous savez ce qu'elle a écouté, elle a écouté l'épisode avec Théo Parisi, donc communiqué sur les réseaux sociaux, et elle voulait écouter, je ne sais pas si tu as eu le temps de le faire, Entreprendre en France autour du sport. Bon, quand on sait ce qu'elle fait comme étude, maintenant je comprends pourquoi elle a choisi ces épisodes-là. Tu es en communication, c'est ça, tu me disais ? C'est ça, je suis en train de finir mon master du coup de communication d'entreprise. Donc c'est un master qui est vraiment axé sur tout ce qui est stratégie de com. Et ouais, du coup j'ai écouté, je suis en train de le finir, mais sur l'entrepreneuriat dans le sport, parce que potentiellement j'aimerais bien me lancer dans ce milieu-là après à la fin du master. En tout cas retourner dans le sportif. Parce que là je fais mon alternance dans une entreprise qui n'a rien à voir et je commence à ressentir un manque, tu vois. Donc voilà. Ok, je vois totalement. Donc, je trouve ça rigolo. On essaye de s'étendre un peu au power avec Drop-In. Ils sont déjà en train d'écouter, certains, donc ça me fait un peu marrer. J'adore ça, ça me fait beaucoup rire. En plus de ça, tu connais un peu le CrossFit, on va en reparler aussi ça à la fin. T'apprécies en plus de ça, donc ça va être très intéressant de pouvoir en parler. Mais, avant, dans Drop-In, on a une coutume, ça s'appelle l'AMREP. Pour ceux qui nous rejoindraient avec toi, notamment, qui te connaîtraient et qui voudraient écouter ton podcast, je vais expliquer pour ceux qui connaissent pas, qui sont peut-être pas trop habitués au CrossFit. Au CrossFit, on a l'AMRAP, donc c'est un maximum de répétitions dans un temps imparti. Là, c'est l'AMREP, un maximum de réponses dans un temps imparti. 1 minute, je te donne, Clara, pas plus, un maximum de réponses, et puis à la fin de la saison, on fait des stats, et on va voir où est-ce que tu te trouves. Ça se trouve, tu seras meilleur que certains crossfitters. T'es prête ? Allez. Allez, go. Tu t'entraînes dans un club en particulier, Clara ? À Grenoble, je m'entraîne à Barbe-l'Union, et quand je suis à Amiens, je m'entraîne au Ragnarok Gym, qui est officiellement mon club en fait. Ok. Tu t'entraînes plutôt le matin ou l'après-midi ? Après-midi, même soir. Après-midi, même soir, ok. Ça fait combien de temps que tu fais de la force athlétique ? Je suis dans ma 8e année. 8e année. Tu faisais quoi comme sport avant ? De l'équitation. Équitation, ok, d'accord, ça marche. C'est quoi ta charge Ah ouais. C'est quoi ta charge d'entraînement ? 1 fois par jour, 2 fois par jour, plusieurs fois dans la journée, et combien de fois par semaine ? 4 fois par semaine et 1 fois par jour. Ok. Tu t'entraînes sur des poids calibrés ? Oui. Tu préfères qu'on dise force athlétique ou powerlifting ? Powerlifting pour le côté international quand même. Tu m'étonnes. Ton mouvement préféré en power ? Le deadlift. Le deadlift. On gagne sa vie quand on est athlète de force athlétique comme toi ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on arrive au bout de la minute, mais je suis obligé, c'est pour les stats. Pain au chocolat ou chocolatine ? Ah, pas en chocolat. Ah, pas au chocolat. Évidemment. Tiens, du coup, petite question. Tu nous disais que tu faisais de l'équitation avant. Ouais. Là, du coup, on est sur un sport qui n'a absolument pas grand-chose à voir. On va pas se mentir. Pourquoi t'es arrivé en force athlétique et en powerlifting ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans ? Alors l'équitation, c'est vraiment le sport de gaming, enfin le sport passion quand t'es enfant, quoi. Et du coup, l'histoire, elle est un peu longue, mais elle est très belle. C'est donc mon grand-père qui a commencé la FA. Ouais. Donc FA pour force athlétique. Je vais souvent utiliser le terme, mais t'inquiète, c'est prévu de les préciser. En fait, lui, il faisait du rugby à haut niveau à Grenoble. Et au lycée, il a commencé à faire il commence un peu à toucher à tout ce qui est prépa physique et muscu, etc. Et en fait, ils avaient un préparateur à l'époque qui connaissait le power et du coup, qui leur faisait faire les 3 mouvements qu'on a nous en compétition et qui sont en fait les 3 mouvements de base de la musculation finalement, donc le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et donc Nico, il avait des perfs assez intéressantes quand même. Et donc notre papa a fait des recherches internet et il est tombé sur le site de la FF Force. Et il est allé voir un peu les tableaux des résultats des compétitions, les minima, etc. Et en fait, il y avait un petit potentiel à exploiter. Donc mon frère a commencé en premier. Et durant sa première année de compétition, c'était pendant des vacances scolaires, donc on était tous les deux chez nos parents, etc. Et en fait, avec mon père, il me lance un peu le défi.
tu voudrais pas essayer de soulever une barre et tout ça, parce que du coup, si Nico il est fort, potentiellement toi aussi en fait. Et en fait, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, mon père notre père est vraiment à fond derrière nous. Et Ouais. à l'époque, il avait même fabriqué, du coup, pour que mon frère puisse s'entraîner à la maison quand il rentrait le week-end et tout ça, une barre à partir de pneus, de voitures et tout. Donc le truc pas du tout homologué. Hein. Là, on n'est pas sur du calibré ni rien. Même au niveau de la hauteur de la barre, on n'est pas du tout sur les bons standards. Mais du coup, moi, j'ai fait mon premier soulevé de terre à 100 kilos alors que j'avais 14 ans. Ah oui. Voilà. Et j'ai jamais touché une barre de ma vie, quoi. Enfin, littéralement. Du coup, rebelote, notre papa, il fait des recherches internet. Et moi, à l'époque, officiellement, j'étais dans la catégorie cadette, donc moins de 15 ans. Enfin, entre Ok. 15 et 16. Bon, la catégorie était propre à la France et puis on l'a enlevée parce qu'il y avait pas assez d'athlètes. Ouais. J'ai pas commencé la FA tout de suite en compétition. Mais on a vu que j'avais quand même un bon niveau pour déjà la catégorie d'âge au-dessus. Donc les sub-juniors, donc 15-18 ans maintenant. Ouais. Donc voilà, donc là j'étais en troisième, donc j'ai pas commencé les compètes tout de suite, en plus la saison avait déjà démarré donc c'était un peu compliqué. J'ai commencé à m'entraîner, je pense, j'étais sur du 3 séances semaine, Ok. 1 heure chaque fois, enfin très très light. Et puis quand je suis arrivée au lycée, donc je suis allée au lycée sur Grenoble, parce que on habite à 1 heure de Grenoble et du coup j'étais en internat. Je suis allée dans le même club que mon frère, qui était une petite association et tout ça à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Et on a commencé, enfin, s'entraîner plus sérieusement là-dessus. Et j'ai commencé les compètes cette année-là. Ok. Ah ouais, donc c'est vraie belle histoire de famille. Ouais. Chez vous, la force athlétique. Bon, pour que les gens ils puissent savoir, ton frère, c'est Nicolas Perrault, qui concourt en catégorie 120. Moins de 120 kilos. Moins de 120 kilos, ouais, c'est ça. Et qui est d'ailleurs un très gros deadlift à 380 kilos. Je viens de voir à l'instant, parce Ouais. que je me balade sur l'Insta en même temps. Ouais. Bon, pour planter un peu le décor, pour que tout le monde se rende compte de la perf que tu as fait un peu, on va déjà te dire que tu as eu quelques titres en catégorie junior avant. Il me semble qu'il y a eu un titre de championne d'Europe et championnat du monde, si je te dis pas de bêtises. En 2020. Ouais, exactement. Championne de France, évidemment, tout ça, parce que voilà, bon, bref, histoire de compléter un beau CV déjà, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'était en catégorie junior. Donc, pour ceux qui n'ont pas les catégories en tête, les catégories juniors, c'est les 19-23 ans. Tout à fait, ouais. Et la catégorie un peu, on va dire reine, même si c'est peut-être pas le cas, mais la catégorie où tout le monde participe, c'est la catégorie open. Donc, dès que tu as plus de 19 ans, tu peux participer. Et là, Clara, évidemment, t'es passée de... En plus de ça, faut préciser, attends, parce que là, je m'emmêle un peu les pinceaux, pardon, je reprends. T'es passé de moins de 69 kilos à moins de 76 kilos, t'as changé de catégorie en plus de ça. Et du coup, je le disais, tu participes dans la catégorie raid. Donc déjà, on fait pas mal de changements sur cette année 2025. On arrête les juniors, sachant que tu as encore l'âge d'y participer. Tu peux encore aller concourir dans cette catégorie-là, faut le dire. La dernière année, les juniors. Ah là, c'est la dernière année, donc on met des baffes à tout le monde, s'il te plaît, et puis on s'en va, telle une queen, avec tous les titres. Évidemment. Non, je rigole, mais du coup, tu participes donc dans la catégorie Open. Donc, il y a beaucoup de changements sur ce début d'année-là. Pourquoi tu opères un peu tous ces changements-là? Il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, un changement de programmation ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, tu fais beaucoup de changements avant ces championnats d'Europe, avant de commencer. Pourquoi tous ces changements? Pourquoi cette envie-là? Et pourquoi cette envie de changer de catégorie? Quelque chose qui est quand même pas facile en vrai. Alors, pour la catégorie d'âge, on va repartir du coup en 2022. Si Ouais. tu veux. Cette année-là, je fais mes premiers championnats du monde Open en Afrique du Sud. Donc la délégation française est OK pour m'envoyer en Afrique du Sud. Donc 2022, j'avais 20 ans, au pile. Je fais 4e en moins de 69 kilos. Alors que je suis la gamine du plateau, quoi, littéralement. Et meilleure compète de ma vie dans le côté mental, dans le côté je me sens à ma place, je fais les barres en ce moment que je veux, je kiffe ma compétition, je vis vraiment la compète. Donc que des très bons souvenirs de cette compétition-là. Mais derrière quand même, championnat du monde junior en fin août, pas une bonne prépa. Beaucoup de stress et tout ça. En fait, en 2021, je fais vice-championne du monde junior pour la reprise post-Covid.
Et Ok. là, je me retrouve face un peu aux mêmes concurrentes, etc. Et bon, il y a un titre à aller chercher, clairement. Et quand t'es positionné en leader, j'avais vraiment cette sensation que tout le monde voulait venir me chercher. Et que t'as un peu la tête à abattre, quoi. Et c'est pas du tout confortable comme situation. Alors que chez les Open, j'étais un peu plus l'outsider et tout ça. Et en fait, c'est génial. Enfin, quand j'en parle avec ma prépa mentale, elle me dit, mais c'est la meilleure position possible, c'est ça finalement. Donc je gagne les mondes 2022 à rien. Je pense à 2 kilos de la deuxième, un truc comme ça. Enfin voilà. J'ai ok, bon voilà, on a fait le taf. On n'a pas du tout fait les barres qu'on voulait, mais on a fait le taf. Et au point où au soulevé de terre, j'ouvre à 205. On fait 205, 207 et demi, tu vois, enfin on fait le bon minimum que tu peux faire en 2 barres. Et après derrière, on met 212, je crois, vraiment pour assurer. Mais voilà. Enfin bref. Après, donc, je fais un gros travail mental après cette compétition quand même. Les Europes en décembre 2022, rien à voir. Complètement différent, une autre athlète et tout ça, donc que je gagne aussi. Et donc arrive la fin, parce que nous les saisons elles sont en année civile, donc de janvier à janvier. Donc arrive la fin de la saison 2022. Là tu te dis, ok, est-ce que en 2023 tu repars encore sur du junior et tu revis le même scénario et tout ça, quoi, et tu remets en jeu ton titre que t'as gagné à un poil de cheveux, ou est-ce que finalement t'irais pas un peu gagner de l'expérience chez les grands? Et en fait, quand tu poses un peu et que tu discutes avec ma préparatrice mentale, Nico, le staff équipe de France, bah t'es en mode ok, mais en fait j'ai plus de choses à perdre à rester chez les juniors et en fait chez les Open j'ai tout à gagner parce que j'ai tout à construire. Donc, le choix a été fait dès 2023 aller officiellement chez les Open, alors que bah ouais j'étais encore junior. Et les championnats du monde 2023 Open, j'étais encore moins de 69 kilos, je fais 3e au total. Les Europes, je fais 2e. Voilà. Et en fait, bon, fin 2023, c'est l'année où je rentre en master. Et en fait, en alternance et tout ça, et le rythme de vie était tellement soutenu que je commençais à galérer à rester dans ma catégorie de poids avec du coup mon hygiène de vie c'est un petit peu dégradé, tu vois, moins de sommeil, moins bonne récupération, beaucoup plus de stress surtout, mais c'était du stress un peu chronique, un peu constant, donc le poids monte. Et en fait à un moment je peux pas faire face à la nature et je me dis bah ok 2024 go en moins de 76 kilos, au moins le temps de la fin du master et tout, pour juste continuer à performer et pas se prendre la tête sur ce côté poids et tout ça, parce que ça peut vite, on sait que ça peut vite dégénérer quand même dans les sports à catégorie de poids. Donc voilà. Donc bah, je pense que j'ai répondu aux 2 questions. Ouais, non, mais c'est nickel. Ok. Donc on voit pourquoi tu as opéré tous ces changements. Déjà, moi je trouve que belle force mentale, parce qu'il faut avoir envie quand même de se dire sortir de sa zone de confort et dire allez on va faire de l'expérience ailleurs, parce que enfin faut aller se frotter au meilleur en règle générale. Changer de catégorie en plus de ça, effectivement, bon tu le disais, avec le stress, l'hygiène de vie qui change un peu, ça a été plus simple que prévu entre guillemets, mais bon ça peut toujours atteindre tes performances, donc c'est toujours un peu relou ces choses-là. Ok, donc c'est très bien, on a bien vu tout ça. Je note quand même que t'es parti comme une queen de ta catégorie. Et ça, c'est beau. Moi, j'adore ça. Mais si on attaque un peu ces championnats d'Europe qui avaient lieu en Espagne, c'était quoi la ville déjà, Clara? Tu sais me dire? C'était à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Ah, à Malaga. Oh, bah, c'est pas une ville moche, ça, quand même. Hein. Afrique du Sud, Espagne, Malaga, ils savent organiser des compétitions en force athlétique. Bah là, pour mes premiers championnats du monde junior, suivant en septembre, je vais au Costa Rica. Voilà. Ah oui. Ouais, on est quand même pas mal. Ouais, et ils se mettent bien en force athlétique. Il va falloir que j'aille suivre ça plus souvent, je pense. Ça va me changer des vieilles villes pourries des États-Unis au CrossFit. Tiens. Comment on s'organise en tant que compétiteur, en tant qu'athlète en powerlifting avant une compétition? On arrive combien de temps avant? Bon, là, l'Espagne, c'est pas très loin, donc je suppose que ça doit pas être tant que ça. Mais comment on s'organise? Comment ça se passe? Qui gère tout? Est-ce que c'est toi qui gères toutes tes locations, tout ça? Ou est-ce que tu as une équipe? Ou c'est l'équipe de France qui s'occupe du déplacement? Tu as 2 scénarios possibles. Ouais. Le scénario où je laisse l'équipe de France tout gérer. Ouais. Et donc, si c'est le cas, la Fédé te paye 3 nuits d'hôtel et te prend tes billets d'avion. Donc, en fait, tu arrives généralement 2 jours avant ta compète. Tu
Là, le jour de ta compétition, tu dors et tu repars le lendemain. D'accord. Au minimum, tu arrives 2 jours avant. Moi, je suis partie avec toute ma famille et tout. Donc on est parti. Après, pour des questions logistiques, on avait des vols de Genève en direct les lundis. Donc on est parti du lundi. Ok. Et on passait, avec Nico, on passait le samedi. Donc on arrivait le lundi pour passer le samedi. Donc en fait, on est parti quasiment une semaine avant. On avait pris un Airbnb aussi pour être en famille et tout ça. Donc j'ai pas mis les pieds à l'hôtel officiel, tu vois. Et en fait, ça dépend vraiment des compétitions. Là, le Costa Rica, par exemple, c'est la Fédé qui va vraiment tout gérer parce que c'est un vol long courrier. C'est un pays hors UE et tout ça. Donc là, c'est hors de question qu'on prenne les billets nous-mêmes. Ouais. Clairement. Donc voilà. Donc là, c'était en autonomie, mais voilà, selon les compétitions, c'est la Fédé qui gère. Et c'est toi qui décides. Ok, donc vous aviez pris un truc pas trop loin de la compète, je suppose, pour pas avoir à faire trop de route, location de voiture sur place pour éviter d'avoir à se mettre trop de stress et tout. C'est important la gestion du stress et un peu, toi, comment tu gères ça avant une compétition ? Est-ce que t'aimes bien déléguer aux autres, comme ça toi t'es à fond dans ta compète, ou tu restes dans ton truc habituel et tu changes pas ta routine parce que finalement ça changera rien le jour sur le plateau ? Bah là, le fait d'être dans un Airbnb, ça changeait pas trop ma routine, donc c'était cool. Quand t'es à l'hôtel, c'est un peu plus différent déjà, parce qu'il faut gérer la nourriture, par exemple. Oui. Donc soit tu manges quand t'es large au poids, tu peux te permettre d'aller dans des restos et tout ça, mais tu fais quand même gaffe. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Là, le fait d'avoir une cuisine et de faire à manger normalement, tu restes dans ta routine. Plus on est, enfin, entre guillemets, plus on est loin de la compète, plus je suis entre guillemets zen, plus on s'en rapproche et plus le stress il monte, tu vois. Donc c'est là où c'est important d'avoir un préparateur mental avec toi. Bon, elle était pas avec moi, mais Oui. j'ai un accès. Tu l'avais au téléphone, quoi. Ouais, voilà, j'ai un contact direct. Je fais des messages vocaux dès que je me sens pas bien et tout ça. Donc voilà, et j'ai toute une routine en fait qu'on a travaillé ensemble et que je mets en place à chaque compétition. Donc ça va passer par de la visualisation, mais pas seulement de mes barres, c'est de la visualisation du moment où j'arrive sur le lieu de compétition jusqu'à la fin. Et ça, en fait, finalement, ça permet à ton cerveau de déjà vivre les émotions une première fois, une deuxième fois, etc. Et en fait, finalement, quand tu arrives le jour J, tout ce que tu vas vivre, il l'a déjà vécu, donc tu le gères beaucoup mieux finalement. Ou tout de suite quoi mettre en place, tu vois. Si le stress est trop fort, tu sais que ok, faut que j'aille faire de la cohérence cardiaque, faut que j'aille dehors, faut que voilà. Je vois. Mais à y penser tellement à tes barres, est-ce que t'en rêves des fois la nuit de ces barres-là, que tu passes une barre monstrueuse T'en as déjà fait en rêve ou pas ? Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. J'adore. Non, mais je trouve ça rigolo. Ok, mais t'as un gros travail, mine de rien, sur la préparation mentale. C'est vraiment un point clé, toi, pour ta performance en force ? Teddy Riner, il dit que l'aspect mental, c'est 70% de la perf, donc je suis complètement d'accord avec lui. Ah ouais. Ouais, c'est ouf. Moi, ça m'a vraiment changé la donne d'avoir commencé un suivi en prépa mentale. Du coup, j'ai commencé en 2022. Et là, aujourd'hui, on commence vraiment à en voir les résultats, quoi. Ok. Tu me donneras le contact de ta prépa mentale parce que ça explique peut-être pourquoi je suis un saucisson. Moi, j'étais plus à l'inverse, 70 physique et puis 30% mental. C'est peut-être pour ça aussi. En fait, que j'abuse un peu. Tu peux faire une super prépa. Si Ouais. le jour J, t'es tétanisé par la peur, si t'as plus de repères, etc., en fait, tu fous tout en l'air. Donc, ce qui est important, c'est de gérer le jour J. Ce qui est aussi important, c'est de gérer les échecs à l'entraînement et tout ton process à l'entraînement aussi. Je vois. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis sur la prépa mentale. Il y a beaucoup d'athlètes qui commencent à de plus en plus l'intégrer, donc je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Un jour, on fera venir une prépa mentale sur Drop-In. Peut-être le tien. Allez, elle a l'air très forte. Ouais. Beaucoup. Elle est pas très connue en fait en soi, si tu veux, sur les réseaux. C'est pas une star des réseaux. Par contre, énormément d'athlètes. Et athlètes jusqu'à niveau olympique quand même. Donc, on est sur une bosse de la prépa, ouais. C'est un sacré profil que tu nous proposes là, Clara. Je vais t'envoyer un texto en fin d'émission. Plus sérieusement, si on continue un peu comment ça se passe, pour ceux qui ne connaîtraient pas la force athlétique, donc on l'a plus ou moins stipulé tout à l'heure, il y a des catégories de poids. Donc comme tout sport avec des catégories de poids, il y a une pesée à l'arrivée. On vérifie que vous êtes au poids, et parce que évidemment que les athlètes qui sont dans les catégories de poids ne sont pas toujours au poids, ils sont très souvent au-dessus de ces catégories de poids au quotidien et ils font ce qu'on appelle des cuts
pour essayer d'arriver au poids qu'on leur demande. Donc c'est des bains chauds, voilà, on essaie de faire perdre beaucoup d'eau au corps. Toi, je me demandais, Clara, est-ce que tu en as déjà fait d'ailleurs? Est-ce que c'est en junior, est-ce que vous en faisiez déjà pour atteindre les 69? Et là, est-ce que c'est pas un avantage finalement d'être en moins de 76 et je crois de quasiment pas avoir à en faire ou même pas du tout du coup? En 69, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Alors, mais de façon assez soft, c'est-à-dire que j'ai juste fait la partie waterload, watercut. Donc, waterload, tu vas boire énormément d'eau avec beaucoup de sel pour justement pas que tu clames, littéralement. Et ensuite, sur la fin, sur les derniers jours, tu vas tout couper. Et en fait, la veille, tu vas boire que 1 litre d'eau dans la journée. Et vu que t'as salé avant, l'organisme il tient assez bien. Et en fait, tu joues sur le niveau d'eau dans ton corps, parce qu'on peut quand même composer la majorité de ça, quoi. Donc, j'en ai déjà fait. Par contre, au point d'aller sur du bain chaud pendant 1 heure, donc toujours assez soft. Une autre technique qu'on fait aussi des fois, c'est ce qu'on appelle le food mass. Ça, pareil, tu le fais généralement 24 heures avant, selon ton poids, mais c'est en fait, tu vas jouer sur la densité calorique des aliments. Donc, au lieu de manger tes 3000 calories à base de riz, poulet, etc., tu vas manger 3000 calories de M&M's, bonbons, chocolat, que des trucs qui prennent pas de place dans l'estomac, mais qui quand même t'apportent de l'énergie, quoi. Ok. Il y en a qui adorent ça parce qu'ils disent ouais, c'est le moment de l'année où ils peuvent se lâcher sur des cochonneries, mais en vrai, c'est pas non plus kiffant, quoi. Tu vas boire du jus de fruits aussi, par exemple. C'est comme ça. Ok. Donc en 69, déjà fait. En 76, pas du tout. Et Ouais. c'est hyper confortable. C'est génial. Ouais, t'arrives avec un avantage parce que les cuts comme ça, mine de rien, ça fatigue, c'est du stress en plus, etc. Toi, t'arrives vraiment peut-être relâché, tu sais que t'es largement au poids et t'as pas ce stress-là en plus à gérer, quoi. Ce qui est hyper traître sur les cuts, c'est le après la pesée. C'est le refeed, parce qu'en gros, t'es pesé 2 heures avant le début de ta compétition. Donc, D'accord. moins de 2 heures pour recharger en électrolytes, en glucides et tout ça. Et en fait, la plupart des gens refilent mal. Enfin, si on prend sur des athlètes genre au niveau national, il y en a beaucoup qui se font avoir sur le refeed, qui refilent mal, qui en fait du coup se retrouvent d'un coup avec l'estomac plein alors qu'ils ont pas mangé un vrai repas depuis 2 jours. Et en fait, ils sont pas bien, quoi. Et le premier mouvement, c'est le squat. T'as la ceinture, t'as une flexion. Bon, voilà, je fais pas de schéma, mais tu peux vite te sentir mal, quoi. Si tu commences pas par le bench, à la limite, tu commencerais par le développé couché, ouais, ça passera un peu mieux. Et c'est ça le plus traître, finalement. C'est pas d'être au poids, c'est aussi de gérer le après. Ah ouais, bah gérer le après, bon, je suppose que ça a déjà dû arriver, mais bon, des petits vomitos de début de compétition. Pas pour moi, mais oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Oui, je me doute qu'à mon avis, en compète, t'as déjà dû voir ça passer. Bon, du coup, comme tu l'as dit, tout ce qui est check-in et pesée se font 2 heures avant la compétition, donc on attaque directement la compétition et on l'attaque, comme tu l'as dit, avec le squat. Bon, pour ceux qui auraient jamais vu une compétition de power, je le reprécise, mais bon, je pense qu'il y aura surtout des mecs du power qui vont écouter ce podcast. On sait jamais, on a toujours eu des surprises. Mais il y a 3 mouvements en power: squat, bench press et deadlift. Pour les Français, de la flexion de hanche, du développé couché et du soulevé de terre. T'as dit quoi, Clara? Flexion de jambes, la traduction de squat. Ah oui, c'est vrai, exactement, flexion de jambes. Donc, ces 3 mouvements-là, l'objectif, vous avez 3 essais par mouvement et le but, c'est de mettre le plus lourd possible, hein, évidemment. On commence avec le squat. C'est quoi ta stratégie sur ta première barre? Comment ça se passe et t'ouvres à combien sur ces championnats d'Europe là? Tu te rappelles? Ouais, tu vois, c'est là où c'est assez drôle, c'est que se souvenir des compétitions, c'est toujours un moment. On a ouvert à 187. 187, ok. En fait, j'arrive à déterminer ma barre de départ en fonction des bons qu'on a fait entre les barres, quoi. Donc, on a ouvert à 187. Donc là, t'es en train de faire des moins sur ta barre finale, c'est ça? Vraiment. C'est la première fois que j'ouvrais aussi au squat. Ok. Même au championnat de France, 3 mois avant, j'avais pas, enfin pas 3 mois, 4 mois avant, j'avais pas ouvert si haut. À l'échauffement, je finis du coup ma dernière barre de chauffe à 180 qui monte bien, mais peut mieux faire quand même, tu vois. Ouais. Donc là, tu te dis, ok, on part quand même confiant sur la première barre. Nouveau matériel que moi, j'avais jamais eu en compétition aussi. Ça, c'est un point assez important. Et sur le plateau, souvent, on a une espèce de moquette. Et là, la moquette était quand même très épaisse, avec des mailles très grosses.
Et en fait, les sensations dans les appuis sont très très minimes, quoi. Vraiment, tu sens rien. Et sur un mouvement où tu as besoin de sentir tes pieds au sol, c'est compliqué. Donc je sors la barre. Les coachs m'avaient prévenu quand même de ça avant, mais ça m'a bien surpris quand même. Et du coup, je fais mon premier squat à 187, ça monte correct. Et on reste dans le plan pour le deuxième essai, donc on met 195, que je me bats un peu avec quand même. À la base, sur le plan, c'était potentiellement de mettre la barre mythique des 200 le jour J, qu'on a clairement pas fait. Ouais, le short du 195 avec les coachs, moi je me souviens de leur dire, je peux me battre sous la barre aujourd'hui, clairement. J'ai la capacité mentale et physique de le faire. Mais ils m'ont dit, ouais, mais on mettra pas 200. On va mettre 87. J'ai dit oui. Enfin, à un moment où à ce niveau-là, sur des championnats internationaux open, tu peux pas, c'est un peu notre mentalité avec Nico, c'est que faut valider le plus de barres possible. Tu peux pas laisser des kilos, en fait. C'est pas possible. Enfin, tu peux pas y laisser des plumes pour rien. Donc, en gros, si tu passes 197, bah, tu gagnes 2,5 kg sur ton total. Si on mettait 200 et que je les passais pas, bah, je perdais 5 kilos sur mon total. Ouais, je vois. C'est comme ça. Donc on met 97, donc c'est la même barre que j'ai fait aux France. Et j'ai lâché un grind sous la barre. Oui, elle est très longue à remonter. Après, contente de la repasser, parce que j'étais déjà en PR aux France, donc c'est cool, tu vois. J'aime bien ne pas sous-perf non plus. Ouais. Donc très contente de ça, surtout que j'avais pas le même matériel, les mêmes genouillères. Donc ça c'est un autre débat. Ah oui. Non mais c'est là qu'on voit qu'il y a. Moi j'aimerais soulever un truc. T'en parles. Donc tu parlais du sol. Faut savoir que l'équipement en powerlifting, il fait grande partie de la performance en plus de ça. Il les change très souvent en fonction des compétitions. C'est pas forcément les mêmes standards partout, donc c'est à vous de vous adapter à chaque compétition. Et c'est vrai que c'est très important de notifier un peu tous ces détails-là pour que les gens ils comprennent bien pourquoi tu les donnes, hein, parce que c'est vraiment ça peut varier toute une perf. Hein. Tu peux vraiment être très fort au bench avec un style de barre et l'être beaucoup moins avec un autre style de barre. Donc voilà, c'est important de le souligner aussi, ça fait partie de la performance. Même sur l'équipement perso qu'on porte nous, quand tu es en compétition internationale, tu as la dotation équipe de France qui est fournie par la marque SBD. Et moi, en tant qu'athlète perso, je suis en partenariat avec la marque concurrente directe, SBD. Donc, on est, et Nico pareil, et l'autre française qui était dans ma catégorie pareil. Donc, on est un peu obligé de switcher d'équipement pour préparer les compétitions inter. Donc, aux France, j'avais mon matos perso avec des genouillères plus rigides que les SBD et qui, moi, m'aident vraiment sur le squat parce que sur la portion de base du mouvement, c'est là où elles font le taf, quoi. Là où les genouillères souples ne le font pas. Donc, donc voilà. Du coup, repasser cette barre avec des genouillères différentes, c'était quand même cool. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, moi, 3 sur 3 au squat, ce que je voulais en fait. Je suis vraiment aussi de valider tous mes essais, peu importe la charge. Mais ça, c'est une belle mentalité parce que ça, c'est un truc. Moi, je regarde un peu le power, je regarde un peu la compétition à côté. Et pour le coup, il y en a certains, des fois, qui tentent des paris. Tu sais, il y a beaucoup de stratégies. On dirait pas comme ça dans le power, mais il y a beaucoup de stratégies. Bon, déjà, chapeau pour une barre à 197. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast qui aimeraient avoir un squat à 197 kilos, dont peut-être un qui fait le podcast actuellement, mais bon, ça, c'est autre chose. Quand on recommence comme ça, je parlais de stratégie avec une barre à 197. Tu te places comment? T'es première là déjà de la compétition? C'est toi qui impose le rythme de cette compétition-là? T'as le plus gros squat du plateau? Non. Mais pas du tout. Alors, le squat, c'est mon mouvement faible, entre guillemets. Ok. Voilà, et je dis entre guillemets parce que 197 kilos quand même. Mais chez les moins de 76, on est sur des athlètes qui ont des squats à plus de 200. Ok. Si tu veux, les 2 premières, celles qui font 1 et 2, puisqu'on est classé par mouvement aussi sur les compétitions internationales. Donc tu peux aller chercher une petite médaille sur le mouvement, c'est trop bien. Oui. Et la première et la deuxième place, elles se battent sur le record d'Europe, qui était à 211 et des brouettes, quoi. Enfin, tu vois. Ah oui, d'accord. Plus de 2,10 au squat et c'est énorme encore. Donc je comprends la barre mythique des 200 kilos que tu as vraiment envie de passer un jour parce que du coup, tu limiterais la différence avec ces gens-là, quoi. C'est ça. Même si le squat a vraiment progressé là depuis un an. Je le vois. J'ai stagné pendant très longtemps sur des barres autour des 160, puis autour des 170, et là, d'un coup, ça a monté.
On fait, on fait ça, enfin, on est plus proche des 200 qu'autre chose, quoi. Ok, je vois. Ah ouais, donc ça c'est bien. Ça progresse, c'est beau. Après le squat, j'étais genre 6e. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc en fait, ça démarre pas enfin, ça démarre bien parce que tu as fait ton PR, donc tu peux pas faire mieux finalement. Mais est-ce que tu as une petite pression à ce moment-là de te dire, bon, là, faut que j'assure sur les autres mouvements, ou tu te dis, je suis certaine de mes forces, et là, je sais que sur le reste, je vais les éclater. Je me vois 6e au squat, je me dis, oh, c'est normal. C'est normal. Non, c'est normal. Mais alors, si tu veux, dans la salle de chauffe, on a des écrans, et t'as le total réalisé. Donc là, forcément, avec juste la fin du squat, c'est 197. Et t'as le total annoncé, qui est avec, tu rajoutes du coup ta première barre au bench et ta première barre au deadlift. Et tu vois le petit chiffre en haut de ton classement provisoire à côté. Et je crois que j'étais genre plus 4e, un truc comme ça. Donc avec le bench et le terre. Donc non, mais tu sais, moi je sais pertinemment que le terre c'est mon mouvement fort. Et c'est le dernier mouvement de la compétition, donc on va en reparler après, mais c'est en fait la stratégie, elle se joue vraiment à ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, bah là, du coup, moi, je voulais te poser une question parce que je pensais que tu allais avoir éclaté tout le monde déjà au squat. Mais finalement, on est d'accord que la personne qui finit première au squat, elle impose un peu le rythme de la compétition. Ouais. Elle est plus tranquille sur ses barres d'après. Elle peut ouvrir moins haut que ce qu'elle avait prévu. Comment ça se passe? Oui et non. Tu vois, il faut pas qu'elle se repose sur ses lauriers, parce que justement, c'est le premier mouvement de la compétition. Il y a encore 6 barres à faire derrière avec les 2 autres mouvements. Tu peux être très fort au squat et t'as des athlètes qui ont le même squat et le même terre. Ou alors, il y a 10 kilos d'écart entre les deux. Ah ouais. Moi, il y a 40 kilos d'écart. Donc, on va en reparler de ça. Donc, c'est bien d'avoir un gros squat, ouais, ça impressionne dès le départ, ça peut intimider les autres athlètes, clairement. Mais ça fait pas ton total. Enfin, ça le construit, mais ça fait pas tout. Ok, je vois totalement. Bon, là, on attaque avec toutes ces infos, on attaque le bench, évidemment. Il y a combien de temps entre la fin du squat et le début du bench? En règle générale, il me semble que vous passez par 2 catégories, donc une pour les hommes, une pour les femmes, et en gros, pendant que les hommes font leur squat, les femmes sont de repos, et inversement, etc., etc. Il y a à peu près combien de temps, en fonction des compétitions, entre les deux mouvements? Ouais, sur les compètes inter, ils aiment bien mettre justement un groupe féminin et un groupe masculin. Moi, j'aime bien aussi pour le côté médiatique. Pour les gens qui sont dans le public, tu viens voir une caté homme, une caté femme, ça c'est assez cool. Il y a des compètes où tu es le seul groupe à passer, et dans ces moments-là, entre les mouvements, tu as 15 minutes de pause. Donc là, on a à peu près, je pense, du coup, on avait 10 minutes officiellement à la fin du squat des garçons et nous, le début du bench. Donc, ils sont imposés par le règlement, tout simplement. Et du coup, si tu prends en compte le temps que les garçons fassent leurs 3 squats, il y avait à peu près, 10 minutes, 10-15 minutes de plus. Donc, ouais, t'es sur du 20 minutes. Enfin, généralement, quand il y a 2 groupes qui passent comme ça, t'as le temps, toi, à la fin de ton squat, de vraiment te poser. Tu rattaques pas tout de suite derrière, t'enchaînes pas tout de suite derrière, donc t'as le temps de te poser un peu. Il y a eu des compètes où, par contre, tu sors, tu rattaques tout de suite à d'échauffer. Ah ouais? Ouais. Notamment quand on commence à être un peu diffusé sur Eurosport. Et quand t'es diffusé sur Eurosport, t'as 8 minutes. Parce que c'est le temps de la publicité. Et je t'en attaque quand même. Ouais, je vois. Ah ouais, donc un diffuseur rythme la compétition, vraiment, en fait, du coup. Ouais, c'est ça. Je l'ai vécu en Afrique du Sud, c'était la première fois qu'on était diffusé sur Eurosport. C'était rapide, c'était vraiment rapide. Tu m'étonnes. Ok, donc là on part sur à peu près 20-25 minutes, plus ou moins le temps que tu passes sur le plateau. T'ouvres à combien sur le bench? Le bench, c'est un mouvement un peu fort, du coup tu disais que le squat c'était le moins bon, du coup bah techniquement le bench est le deuxième puisque le deadlift c'est ton meilleur. C'est un peu l'amour toxique le bench. Ah, je crois que c'est pour beaucoup. Des fois, s'il y a des phases, c'est je t'aime, moi non plus, tu vois. Donc là, c'est très bonne prépa. Ouais, on en reparlera parce que c'est là où il y a eu le changement de programmation. On ouvre à 120. Ouais. Je me dis, ok, pareil, je suis pas sûre d'avoir déjà ouvert si haut. Et franchement, je suis quand même sereine, dans le sens où aussi, nouveau matériel, mais je m'étais entraînée dessus, justement, le fait d'être arrivée très tôt avant la compétition, j'ai pu faire mes derniers entraînements sur le matos. Et ça, c'est quand même une chance. Donc, je connaissais le banc, finalement. Je me
j'y arrive assez sereine et tout ça, donc je donne les ordres un peu au spotter de comment faut me sortir la barre et tout, parce que c'est toute une maîtrise, la sortie de barre au développé couché. C'est très technique. Premier essai qui passe assez bien, même si moi sur mon placement j'ai fait un peu une petite erreur de placement et du coup ça aurait pu être mieux, mais en vrai ça passe bien. Mais pour le coup je suis quand même hyper lucide et je sais ce qui va pas, tu vois. Et donc je sors du plateau et pour moi on suivait le plan, on mettait 125 en deuxième. Et tout de suite je dis au coach, bah ouais mon épaule elle était mal placée, machin et tout, mais promis je rectifie le tir derrière, tu vois. Donc je sors du plateau, 125 on y va, elle passe beaucoup mieux que la 120, même en sensation. Et Ouais. là, on s'est dit, ok, on met 130. Enfin, à un moment, je me souviens, le coach équipe de France a dit, non, mais à un moment, faut quand même se faire plaisir et s'amuser, tu vois. Et c'est très bien qu'il dit ça à moi, parce que c'est le truc que je prône dans ce sport, mais genre, c'est ma mission de prôner le plaisir en FA. Il me dit, bah ouais, à un moment, c'est bon, quoi. Enfin, faut quand même qu'on s'éclate et tout. On met 130. J'ai jamais été aussi sereine sur une barre au bench. C'était un PR plus 5 en compétition, du coup. Et c'est super bien. C'est rare. Hein. Déjà, alors de base, c'est super rare de faire des PR au bench en compète. Ouais. Et encore plus de 5 kilos. Et en fait, pour la petite histoire, moi, les 130, la première fois que je les ai passés, c'était à l'entraînement pour la prépa des Mondes Open 2023. Okay. Depuis, je ne les ai pas rechargés à l'entraînement. Tu vois. Je les ai pas remis sur une barre à l'entraînement. Et même là, sur la prépa pour les Europes, j'ai fini la prep à 125. Ouais, t'avais pas cette barre-là en préparation, quoi. Non, j'ai fini à 125. Et advienne que pourra le jour J, quoi, vraiment. C'est là aussi où il faut quand même faire confiance à la prog et se dire, ouais, le jour J, c'est bon. Nico était super serein là-dessus. Moi, pas du tout. Et en fait, mais moi, c'est ça que j'aime bien, parce que tu vois, tu nous disais au squat, et que la mentalité avec Nico, c'était on fait des petits bonds pour essayer d'assurer ses barres, et pourtant, il y a des fois, vous êtes capable de lâcher un peu ce dicton, cette truc pour dire, allez, vas-y, là, tu sais quoi, on s'amuse, on fait plus 5, barre que t'as jamais repassé depuis un bout de temps, et vas-y, on y croit, quoi. Je trouve ça fou. Là, pour la petite anecdote, Nico, quand t'es en équipe de France, t'es pas coaché par ton coach perso. Ouais. Que ce soit un peu équitable quand même. Et en plus, Nico tirait en même temps que moi. Ah oui. Moi, je passais avec les moins de 120. Du coup, et apparemment, moi, je l'ai pas vu. Apparemment, pour ma barre à 130, tu pouvais un peu contourner la salle de chauffe et regarder ce qui se passait sur le plateau derrière un rideau et tout. Et apparemment, il regardait, il a regardé ma barre, quoi, la dernière fois. Bah oui, tu m'étonnes, il s'inquiète. Donc 130 kilos, ça passe. On en est où là par rapport au reste du classement? Mine de rien, avec tes 130 kilos, tu remontes un peu au classement, je suppose. Tu dois repasser quoi, 3e, un truc comme ça? Je crois que j'étais 3e au provisoire en calculant ma barre du coup au soulevé de terre. Au soulevé de terre, ouais. Ok. Et du coup, bon. Le bench, je suis passé sur la fin. Tu sais, on passe altéro, on passe dans 300. Donc je suis passé sur la fin et ça, tu te rends compte aussi de ton niveau dans ce moment-là, tu vois. Quand tu ouvres au squat, bon, bah voilà. Moi, j'ai pas ouvert au squat. Là, je me dis, ok, t'as un petit squat, mais pas trop non plus. Mais, et après, bah, le bench, je passe sur la fin et le terre, j'ai carrément fermé le plateau. Donc ah oui, bah tu m'étonnes. Ça, on va en reparler. Mais du coup, tiens, bon, retour. Donc là, on est à nouveau entre deux mouvements, pardon. Ouais. Là, tu retournes dans les coulisses. Ça se passe comment dans les coulisses d'une compétition internationale de FA? C'est la pression, elle est comment? Ça rigole? C'est tendu? Ça parle pas trop? C'est tout le monde avec son casque et on entend juste les mouches voler, ou c'est comment? Ça dépend avec qui tu es. Ça dépend aussi si t'es le seul athlète ou pas. Ouais. Quand t'es le seul athlète de l'équipe de France, t'es un peu le chouchou et tous les coachs sont là pour toi, tu vois, entre guillemets. Enfin, c'est un peu ce sentiment-là. Donc, moi, j'aime bien prendre le temps quand même de poser, discuter un peu avec les coachs, blaguer, machin, tout ça, avant de me remettre dedans. Tu sais, ça permet de jouer un peu sur tes niveaux d'activation finalement, et pas être tout le temps. Parce qu'en fait, si t'es trop focus, t'as trop d'adrénaline et tout ça, tu vas exploser en plein vol, quoi. Tu vas arriver sur le soulevé de terre, t'auras plus de nerveux, Ouais. Donc, moi, je prends toujours un petit temps, un peu surtout quand il y a beaucoup de minutes entre les deux mouvements, de reposer un peu avant de m'y remettre. T'en profites aussi pour remanger un peu du sucré et tout ça, tu vois. Après, avec les autres concurrentes, ça se regarde pas trop. Ouais. Chaque nation a un peu son plateau, tu vois. Alors, c'est très rare que tu peux tourner à plusieurs nations sur une même barre.
Mais chacun a un peu son coin et ça se regarde pas trop. Et même moi, j'évite de regarder ce que les autres font. Parce que tu peux vite tomber dans la comparaison, dans l'intimidation. Ouais. Et du coup, focus sur ma bulle tout de suite. Et ça, il y en a qui jouent un peu de l'intox, tu sais, genre ils vont mettre des très grosses barres à l'échauffement, finalement peut-être même quasiment ne même pas y toucher, mais juste pour faire un peu peur aux gens et tout. On l'a fait sur mes premiers championnats du monde sub-junior. Les coachs ont fait exprès, donc on termine, je sais pas, à 160 ou un truc comme ça, ou 170 quand même, déjà à l'époque au soulevé de terre, ils font exprès de charger genre à 190, tu vois. Juste, ils chargent la barre et après on va sur le plateau. Ils ont laissé la barre chargée à 190 au milieu de la salle de chauffe. Et voilà. Alors ça marche ou ça marche pas. Et une autre technique de bluff aussi, c'est que à la pesée, tu dois annoncer tes barres de départ. La technique, c'est d'annoncer une barre plus haute qui sera affichée officiellement sur la télé. Et après, tu as jusqu'à 3 minutes avant le début du mouvement pour changer la barre. Ok. Donc ça, pareil, il y a des techniques comme ça. Moi, le problème, on arrive à un stade où tout le monde sait que j'ai un gros soulevé de terre. Donc, je peux plus bluffer là-dessus, tu vois. Je pouvais le faire au début et tout. Maintenant, on le fait plus trop parce que, pareil, avec les réseaux sociaux, de toute façon, ça sert à quoi de bluffer sur tes barres, à part si t'es vraiment, tu postes rien et tout, tu vois. Mais ouais, non, c'était une vieille technique, mais ça se fait plus trop. Ou alors si t'as un athlète nouveau aussi qui a jamais fait d'inter, qu'on ne connaît pas forcément, là tu peux jouer là-dessus. Moi c'est moi. Ouais. Tu vois, je fiche. Ouais, je vois. Mais du coup, les coachs, qu'est-ce que j'allais dire, les coachs, ils vont un peu scruter ce qui se passe sur les réseaux. Même vous, en tant qu'athlète, vous allez regarder un peu ce que font les autres, quand même, parce que c'est important de se renseigner, savoir qui tu vas affronter, etc. C'est des choses que vous faites, vous, ou, bon. Toi, j'ai cru comprendre que pas du tout, mais est-ce que dans l'encadrement de l'équipe de France, ils regardent un peu ou pas? Alors, les coachs, oui. Ouais. Un petit peu. Et je les laisse faire, du coup. Moi, non. Plus je fais ça, plus je sombre, quoi. Enfin, vraiment. Mais c'est un conseil que je donne, mais mettez en sourdine vos concurrents. Hein. Mais vraiment. Et il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Hein. Franchement. Ouais, et puis du coup, moi encore contexte un peu particulier, c'est que ma concurrente directe, c'était quand même ma coéquipière, quoi. Oui, on va en parler de ça. Voilà, qui m'a battue aux France. Ouais. Et là, match retour, mais en plus, on est toutes les deux. Enfin voilà, non, faut mettre en sourdine, hein, vraiment. Les réseaux, c'est pour le coup pour bosser là-dedans, c'est source à comparer. Alors même si il y a de plus en plus de gens qui disent oui, il faut pas se comparer sur les réseaux, etc. Ouais, mais on le fera tout. Enfin, tu le feras quand même. Ouais. C'est obligé. Donc non, ce que je regardais les autres, oui, il y a l'athlète islandaise, je regardais un peu ce qu'elle faisait, mais sans plus. Et sans la voir comme une menace, tu vois. Donc non, et après aussi, un truc qu'il faut vraiment garder en tête en FA, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports de toute façon. Le jour J et rien d'autre. Ouais. Tu peux, et alors nous, ce qui est hyper traite, c'est qu'on fait un sport où tout est chiffré. Tout est chiffré, tout est chiffrable. Tu peux vraiment prévoir le truc, tu vois, je fais un peu de maths et voilà, c'est fini. Mais en fait, tu te rends compte que tout est possible, enfin, tout se passe le jour J et rien d'autre. Ouais. Les gens, ils vont pas se souvenir de tes performances d'entraînement, ils vont se souvenir de ce que tu fais sur le plateau, tu vois. Et moi, j'aime bien dire que le plateau, c'est vraiment la concrétisation des mois et des semaines de prépa que tu as fait derrière, en fait. Et tu es censé arriver à ton prime au niveau de la compétition. C'est d'ailleurs pour ça que tu... Vas-y, pardon. Yes. Non, excuse-moi, pardon, je te coupe, mais j'allais dire, c'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes ton Instagram, tu postes énormément de choses sur le plateau, plus qu'à l'entraînement, sur les Reels. En tout cas, moi, j'en vois beaucoup des trucs sur le plateau aussi pour montrer ce que tu fais en direct et pas forcément à l'entraînement. Ouais, après, là, en ce moment, les entraînements sont très chill. Je pourrais poster mes perfs et tout, mais tu vois, genre, j'ai juste flemme de le faire. Je les mets en story et ça me va bien, tu vois. Je vois. Ok, je vois. Bon, allez. Là, on attaque le mouvement énervé, là. On attaque le soulevé de terre, ton mouvement préféré. Évidemment, la question de base, t'ouvres à combien? On a ouvert de 25, je crois. De 25? Ok. Je crois. Non, mais ok, de 25, on prend. Je sais plus, attends, je dois l'avoir ça. Je vais te retrouver ça, je vais voir si je peux te le retrouver. Mais ok, donc ouverture à 2,25 pour finir sur une barre à 2,40. Celle-là, on voit. Alors, je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Clara, évidemment. Il y a une libération sur le deadlift. En fait, on a l'impression que quand tu arrives en haut,
tu te mets à crier, enfin même au milieu du mouvement, je crois, hein, tu te mets à crier, mais d'une force, ça fait saturer le micro qui t'enregistre. Et, et vraiment, on a l'impression que tu te rends compte que t'as gagné limite en fait en passant ce deadlift-là, comme si tu savais que c'était bon, que c'était joué. Alors, le cri au soulevé de terre, il arrive tout le temps en compétition sur cette dernière barre. Tout le temps en compétition sur cette dernière barre. Peu importe la charge. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne pose pas la question. Mais moi, je ne sais pas. À l'entraînement, ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare et c'est vraiment sur des grosses perfs. En fait, je pense que c'est vraiment cette libération, mais même émotionnelle de juste toute la prépa, quoi. Tu vois, de tout le stress, toute la pression, machin et tout. Je pense que c'est comme ça que je me décharge finalement. Bon, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais tu vois, les chiens ont besoin de se décharger mentalement. Tu vois, faut jouer avec, etc. Je pense que moi, c'est ma décharge émotionnelle à moi, c'est ça. Voilà. Donc, et ça arrive un peu au squat aussi. Là, c'est arrivé sur 197. Pareil, t'es sur la fin du mouvement et c'est à la fin du grind, c'est juste la libération du truc. Voilà. Donc, c'est incontrôlé. Ne vous dites pas que je fais exprès de crier parce que moi, je le sens monter à chaque fois. Je sais que je vais crier. Mais voilà. Je ne contrôle pas. Je ne fais pas exprès. Voilà, non, je ne savais pas que j'avais gagné, pour répondre à la question. Ok, d'accord, ok. Donc si vous allez voir Clara en compétition, restez peut-être pas premier rang, sinon les tympans ils vont sauter au deadlift. Reculez. Au début, squat, bench, vous êtes là à côté, puis après reculez tranquillement. Ouais. Non, tu savais pas que t'avais gagné. Ok. Il restait des concurrentes. Non, bah 240, tu devais être la dernière athlète sur le plateau, du coup, je suppose. Il y en a une derrière qui a tenté une barre plus lourde, mais qui ne l'a pas passée. Mais en tous les cas, ça n'a rien changé sur le total parce que elle avait un gros terre, mais tu vois, au bench et au squat, pas le cas. Donc on finit avec un beau total quand même, hein, 567,5. Et je le note, 0,5, parce que tout, même petit poids est important en power. Record de France junior, si je te dis pas de bêtises en plus. Je crois, ouais, du coup. Ouais, du coup, voilà, ce qui est bien avec les power, c'est qu'ils savent même plus quand ils ont battu des records. Et ça, je trouve ça génial. Et pour le coup, donc, sacré total. C'est ton meilleur total en compétition ? Ouais. Ouais. Plus 10 par rapport aux France, surtout. Donc, plus 10 par rapport aux France. Ah ouais. Ouais, mais pour revenir sur cette barre à 2,40 quand même, parce que ça a été un grand moment, cette barre à 2,40. Vas-y. Je sais pas, moi dans la salle de chauffe, j'étais vraiment assise sur ma chaise dans un coin, tu sais, un peu dark et tout comme ça, j'étais bien. J'avais de la musique et tout ça, j'étais à l'aise. Je voyais un peu où je regardais, j'avais un petit œil sur l'écran, je voyais un peu où je me situais et tout, mais pour moi j'étais 3e, tu vois. Ok. Et en fait, on fait la stratégie de annoncer une barre très lourde, parce qu'au soulevé de terre, t'as le droit de changer ta barre tant que l'arbitre n'a pas dit barre chargée. Donc on annonce 2,50 en attendant de voir ce que les autres athlètes font pour ensuite rectifier le tir. Et donc la concurrente directe, donc la française, passe sur sa dernière barre. Donc elle a loupé de 35 en 2e, elle la passe en 3e. Et en fait, bah, juste là, derrière, faut juste ajuster. Et donc, le coach équipe de France pose le ticket à 2,40 pour en fait faire le même total. Sauf que vu que j'étais plus léger en poids de corps, c'est moi qui passe devant. Et moi, je le savais pas, ça. J'ai juste vu que j'allais tirer sur 2,40, tu vois. Et en fait, je rentre sur le plateau. Et j'entends, j'entends crier. Il y avait ma famille, il y avait mon chéri, il y avait même des gens de ma salle et tout, qui étaient rien à voir, qui étaient venus faire l'Aerox à Malaga, qui était en même temps. Donc j'avais plein de gens avec tout mon club et tout ça. Je les entends crier, mais avec une émotion. Je me dis, ok, mais je pense que là, sur cette barre-là, t'as un petit truc à aller jouer quand même, tu vois. Et j'entends ma concurrente et coéquipière gueuler, allez Clara, on va chanter la Marseillaise et tout. En fait, moi, dans ma tête, déjà, le moment me pose dans mon cerveau, je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ? Et en fait, je me dis, bah, en gros, tu joues pour la 3e place pour monter sur le podium. Et elle a gagné, tu vois. Vraiment, j'étais dans ce scénario, parce que je me dis, elle m'a battu aux France, elle va. Et je tire sur la barre, je verrouille la barre, je pose, je sors du plateau. Je suis contente. Enfin, je vois quand même un point rouge d'un arbitre, je me dis, oh punaise, faut pas que le jury revienne dessus, tu vois. C'est pas le cas. C'est pour ça que je sors les bras comme ça, en fait. C'est que non, s'il vous plaît, non. Donc, faut savoir qu'à partir du moment où t'as un point rouge par un arbitre, il y a un jury en plus qui peut invalider la barre, quoi. Là aussi, la barre, elle est validée, mais t'as quand même cette option-là, et c'est flippant. Et en fait, t'avais la salle de chauffe, je sors de la salle de chauffe,
Et là, je tourne la tête vers l'écran et je vois que mon nom, il est quand même tout en haut de la liste. Je regarde le coach équipe de France, je me dis attends, mais là, il s'est passé un truc là. Et c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai gagné. Ah ouais. Mais donc, du moment où j'ai posé la barre et je suis sortie du plateau, je ne savais pas que j'avais gagné. Ah putain, c'est fou. Ouais. Et je savais absolument pas que je tirais pour la première place. Ah ouais. Alors, je ne m'étais tellement pas préparée à ce scénario-là, enfin un petit peu, parce que ma préparatrice mentale m'a dit si, il faut quand même que tu te visualises et tout, monter sur la première manche du podium et tout ça. Mais sinon, je m'y étais pas préparée. Enfin, c'était pas du tout mon objectif premier. Alors bah déjà, je trouve ça fou de découvrir comme ça. C'est là qu'on voit que tu lâches tout. Hein. C'est vraiment le coach qui gère tout en compétition. Ouais. Toi, t'es là, juste tu prends la barre, tu tires. Ok, on passe à la suivante. C'est un peu ça. Tu fais ton job d'athlète. Hein. T'as pas à toi de choisir tes barres. Hein, clairement. Ouais, je vois. Ah non, mais c'est bien de savoir ça parce que tu vois, c'est des choses qu'on minimise. Peut-être qu'on se pense que c'est une discussion. Alors, ça doit marcher différemment entre certains athlètes et leur coach, évidemment. Mais c'est vrai que là, toi, on voit que tu prends la barre, tu lui fais confiance à 100% et c'est lui qui gère un peu la strat pour aller chercher cette victoire en plus de ça. Comment ça se passe, une Marseillaise, quand on gagne sur des championnats d'Europe, entendre l'hymne de ton pays alors, il y a peut-être des petits drapeaux qui grimpent quelque part dans un coin de la pièce, je suis même pas sûr. Mais. On n'a pas le budget pour faire ça quand même encore. Ouais, peut-être pas, évidemment. Donc, petite Marseillaise en haut de la boîte, ça fait quoi comme émotion? Je suppose que ça doit être fou, non? Ça faisait longtemps que je l'avais pas chanté. On était sur un podium. La dernière fois, ça avait été pour les Europes 2023. Non, même pas parce que je n'ai pas gagné. La dernière fois, ça avait été pour les Mondes 2023 parce que celle qui gagne était une Française et moi j'étais 3e. Du coup, la Marseillaise et t'es trop contente d'être là, quoi. Tu m'étonnes. Je pensais que j'allais pleurer, j'ai pas pleuré. Bon, voilà. Clairement. Non, mais ouais, tu savoures l'instant. Ouais. Tu savoures vraiment l'instant, tu chantes. T'es fier. Là, c'est là où t'es vraiment fier de toi, quand même. Je vois. Et il faut vraiment apprécier ce moment-là parce que ça dure pas très longtemps, mais. Et beaucoup d'athlètes mettent du temps à réaliser, tu sais, qu'ils ont gagné ou que c'est vraiment eux les champions du monde. Toi, ça a été comment? Je sais qu'il y a beaucoup d'Olympiens qui ont du mal à réaliser, qui réalisent 2-3 jours après. Toi, ça a été tout de suite? Je suis contente de faire ce podcast pour revenir dessus, justement. Pour revenir sur ce combat, pour un peu l'ancrer, en fait. Parce que, beaucoup de mal à réaliser aussi. En même temps, je suis rentrée de Malaga. Déjà, je me suis tout de suite remis dans les études et tout ça. Et là où j'ai un peu réalisé aussi, c'est qu'un jour, je m'entraînais chez moi dans mon home gym et tout, où il y a toutes les médailles derrière. Et en fait, je tourne la tête et je vois la médaille, quoi. Et je me dis, putain, elle est là, en fait. Et c'est vrai qu'elle est là. Et là, tu réalises un peu, ouais. Mais après, c'est normal, on est des êtres humains, mais c'est toujours plus compliqué de réaliser les moments comme ça que les échecs et les moments un peu plus durs où là, t'es frappé direct et bah ouais. Ça fait du bien, quoi, quand tu fais une contre-perf, clairement. Donc faut vite savourer et tout ça, vite profiter, ancrer le moment avec justement du positif et tout. Donc, Ouais, et puis après, c'est un peu le b.a-ba de l'être humain, malheureusement, où on retient beaucoup les défaites, beaucoup moins les victoires. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent du temps à arriver. Ok, je trouve ça génial. Bon, du coup, tu nous as dit, vous avez profité un peu de l'Espagne après en famille ou pas du tout finalement? Si, un petit peu. On n'a pas eu une super météo non plus, mais on a profité. Moi, le lendemain, j'étais sur l'Aerox pour encourager des copains. Ouais. Et puis après, visiter Malaga et tout ça. C'est une jolie ville quand même. Mais pas quand il pleut. Bon, c'était pas les plus belles vacances du coup, on suppose. Quoique, quand même, quand tu prends un titre d'Europe au passage en vacances. Ça te permet de couper une semaine avec tout le reste. C'est toujours vraiment dans une espèce de monde parallèle où t'es là en tant qu'athlète et tout. Et ça fait du bien, quoi. Et comment ça se passe avec les études? Parce que je suppose que ça doit être un peu compliqué de dire à l'école, bon, bah écoutez, là je me casse pour une compétition internationale, ou est-ce qu'ils sont un peu compréhensifs quand même? Le gros avantage quand même de la France athlétique, c'est que même si on n'est pas en sport olympique, on est reconnu par le ministère des Sports. Ouais, vous êtes fédéré, ouais. Voilà, et qui dit ça, dit statut de sportif de haut niveau. Qui dit statut de sportif de haut niveau, dit quand même pas mal d'aide et d'avantages derrière. Donc là, ça tombait pas sur... Si ça tombait sur une semaine où j'étais en cours, j'étais excusée, quoi. Seulement, j'avais une convocation et tout, j'étais excusée. C'est tombé sur une semaine où j'étais censée être au travail. Et en fait, il y a des choses qui se mettent en place avec l'Agence nationale du sport,
ce qu'on appelle une CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle. En fait, ça, grosso modo, ça t'offre, entre guillemets, des jours de congé en plus pour tes compétitions, tes stages, etc. Et du coup, t'as pas à prendre sur tes congés payés perso. D'accord, ah oui. Donc, en gros, j'ai ça qui a été mis en place pour les compètes. Et en fait, en gros, le manque à gagner est payé par l'Agence nationale du sport à ton entreprise directement. Donc même toi, sur ton salaire, tu vois pas du tout la différence. Donc, vraiment chanceuse d'avoir ça. On est plusieurs athlètes. À partir du moment où tu es un athlète qui travaille, tu peux avoir ça. Trop bien. Ouais, et ça fait du bien. Ça, c'est un bel avantage. Ouais, c'est un bel avantage. Je parle avec beaucoup de crossfitters, moi, depuis que je fais le podcast. Ils n'ont pas cette chance. On espère que ça va changer bientôt, mais c'est vrai que ça, c'est un bel avantage. Et tant que vous pouvez en profiter, tant mieux, parce que c'est trop bien. Et en plus de ça, on a beaucoup de Français qui font rayonner la France en force athlétique, donc qui continuent comme ça. Et on leur souhaite de continuer, quoi. Parce que c'est soit ça. Nous, les athlètes, en gros, c'est soit tu as un travail à côté et du coup, tu as ça. Soit tu es coach. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont coachs quand même. Et beaucoup qui font du distanciel, donc en gros, ça les impacte pas plus que ça. Ouais, je vois totalement. Bon, tu nous parlais d'Aerox, tiens, je voudrais parler d'un autre truc. Il me semble que tu as une petite acquaintance pour le CrossFit. C'est pour ça que je trouvais ça très rigolo. C'est toi qui me l'as appris, hein. Quand j'ai envoyé un message, je ne savais pas quand je t'ai demandé de venir dans le podcast. Et j'ai trouvé ça très marrant. Il faut savoir qu'il y a peu, tu t'es tapé un petit WOD d'une compétition que j'ai couverte récemment, les French Throwdown. Tu as fait l'Event 1. Donc en plus, tu fais le plus passionnant de tous. Hein, celui qui est... donc pour les dames, c'était 800 mètres de ski erg, 4000 mètres de bike erg et 1500 mètres de rameur. Voilà, 25 minutes de fun à ramer sur des ergots. Et même pas, c'était time cap 23 minutes. Ouais. Il me semble que tu finis dans le time cap. Hein. J'ai fait 20 minutes tout. 20 minutes tout. Et je ne pensais pas finir dans le time cap. Vraiment pas. J'ai vu le WOD, je me suis dit, au pire, tu le fais, mais tu mets pas de cap. Et en fait, je sors du rameur, je regarde, j'avais mis chrono sur ma montre, je fais, 20 minutes. Vraiment. Belle praline, hein. Je crois que t'as eu du mal à te relever. T'es allé le chercher, quoi. Ah, ça va. Ça va ? J'ai fait un WOD la semaine dernière, plus sur un format AMRAP, j'ai sorti beaucoup, pareil sur Ergo. J'étais beaucoup plus en mal, vraiment. Ok. Mais du coup, le CrossFit, c'est un truc que t'aimerais bien faire après, ou c'est quelque chose qui t'intéresse quand même ? C'est un sport qui te passionne, ou tu t'aimerais tenter une carrière là-dedans ou pas ? Allez, longue histoire aussi, c'est parti. Alors comme beaucoup de personnes, je pense que le CrossFit, c'est un sport que j'ai quand même bien jugé pendant un moment, tu vois. On va pas se mentir. Pour moi, c'est vraiment le sport, genre, tu débranches le cerveau et voilà. Et j'avais du mal aussi. En fait, tu sais, sur les réseaux, tu tombes souvent sur les vidéos fail et tout. Oui. Forcément, t'as pas forcément un bon avis sur le sport derrière. C'est clair. En fait, je pense que le CrossFit, j'ai commencé à m'y intéresser en 2 temps. Premier temps, plus sur le côté préparation mentale, j'ai lu le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence, qui pour moi c'est la bible de la préparation mentale. Enfin, c'est rien de fou, mais c'est bien raconté. Et en fait, il retrace l'histoire des Games de Catherine Davids-Dottir quand elle les a gagnés. Ouais. Et la même année, c'était Luther, je crois, qui les a gagnés aussi. Oui, bon, sûrement. Voilà, les 2 athlètes en tout cas qui suivaient. Donc tu suis leurs Games, en fait, littéralement, ça raconte une histoire. Et à chaque chapitre, il aborde un aspect un peu de préparation mentale qui est hyper intéressant. Et moi, ça m'a bien parlé parce que j'avais vraiment un beau parallèle avec moi, ce que je voyais en perso avec ma préparatrice. Et lui, du coup, ce qu'il mettait en place sur des CrossFit Games, quoi, tu vois. Et je savais quand même déjà à l'époque que les Games, c'était quand même quelque chose d'énorme. Ouais. Donc ça, premier truc. Donc derrière, sur un stage, je commençais à suivre Catherine, machin et tout. Ça a commencé un peu comme ça. Et après, donc, autre histoire. Moi, mon chéri est co-honneur d'une box. Ok. Voilà, donc le Ragnarok Gym, à Amiens. Donc, lui, il ne fait pas de CrossFit, il fait de l'AFA comme moi. Après, il a un master STAPS et tout, il a fait beaucoup d'athlètes, enfin, il est un peu touche à tout quand même au niveau des sports. Ah ouais. Par contre, son collègue, au gérant, lui, est CrossFitter. Et donc, en fait, pareil, à un moment, je me suis dit, tu vas peut-être devoir t'intéresser un peu à ce sport-là, quoi. Et voilà, quand j'ai vu un peu, eux, quand ils ont ouvert la salle, donc la salle a un tout petit peu plus d'1 an. On est sur une bébé box. Enfin, pas en termes de taille, mais en termes d'années. Ouais.
quand j'ai commencé à voir les cours et tout ça, comment c'était encadré, comment c'était carré et tout, je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça va, c'est pas mal, tu vois. Donc pareil, après, l'été dernier, j'ai vu une première compète que lui faisait et tout. Donc une compète sur Amiens, en gros, c'est entre toutes les box d'Amiens. Donc hyper intéressant, enfin c'est drôle comme format et tout. Donc voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Moi, le plus sur la partie cardio, si tu veux, je me mettais toujours une séance un peu de zone 2 dans la semaine pour tout le côté récup, etc. Ouais. Il y a un peu la team 10 000 pas et il y a la team zone 2. Moi, je suis plus team zone 2 quand même. Beaucoup plus intéressant. Et en fait, là, j'ai commencé à faire... Quand je suis à la boxe à Amiens, des fois, je fais des créneaux vraiment que sur l'ergo. Donc j'ai commencé comme ça et puis bah ouais. Alors après, quand je fais du cardio, je vais que sur de l'ergo dans le sens où je me crame déjà assez musculairement le reste de la semaine. Je vais pas en rajouter, tu vois. Et puis j'ai pas la gym, j'ai pas l'haltéro, j'ai rien de tout ça. Je bouge bien sur les ergos, mais le reste, faut pas trop m'en demander non plus. Donc voilà, donc je suis à vocation. Là, je suis une études à Grenoble, après je suis à vocation à monter à Amiens. Là, clairement, oui, je pense que ça va partir sur un WOD de temps en temps pour le fun, surtout en fait. Et ce que j'apprécie, c'est que je prends énormément de plaisir à faire ça. Ça me sort de ma zone de confort, clairement. Et c'est une approche qui est complètement différente de l'AFA, et du coup, c'est pas mal. Et moi, j'ai en vocation aussi un peu devenir un peu plus complète, tu vois. Je suis très forte dans ma discipline, j'aimerais bien performer un peu à côté et que ça me renforce, tant que les deux matchs et qu'il y en a pas un qui vient rencontrer l'autre. Ouais, je vois. Mon frère, par exemple, il a fait pendant quand même très longtemps, il a fait rugby et force athlétique. Quand tu te pètes sur un terrain de rugby et qu'il faut s'entraîner derrière et que tu as une compète dans un mois, voilà, donc là, il a fait le rugby, mais par contre, il a retrouvé pareil une activité un peu cardio. Donc il fait de la boxe, mais sans trop la partie frappée, mais il fait plus pour la partie cardio quand même. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas pour le crossfit, en fait, littéralement. Ouais. Et puis, pour le coup, si je veux commencer à faire un peu de gym et tout ça, la marge de progression, elle est juste énorme, donc je peux que m'amuser, en fait, là-dedans. Donc le WOD 1 des French, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y. Là, c'est pour toi. Tu sais pas quoi faire mardi, allez, on va le tenter, tu vois. Et là, du coup, j'ai même carrément envie de le refaire. C'est un truc de dingue. Faire moins de 20 minutes, ce serait bien. Attention, hein, parce que ça commence comme ça en règle générale. C'est sûr. Non, mais, et puis à Grenoble, du coup, tout le monde me charrie là-dessus. Genre, tu vas craquer. Enfin, il y a une des coachs qui est une ancienne crossfiteuse. Elle m'a dit, tu vas craquer, tu vas finir là-dedans. Hein. Donc voilà, je pense que oui, le jour où j'en ai marre de l'AFA. Mais bon, c'est pas présent. Amis crossfitters, si vous croisez Clara en compétition de crossfit un jour, attention s'il y a des WOD ergo et des WOD de force. S'il y a un délift dans un WOD, c'est bon. C'est sûr, vous êtes foutus. Bon, merci beaucoup Clara. On arrive au bout de cet épisode. On a quand même fait 1h10 ensemble. Comme quoi, le temps passe vite quand on fait des trucs cool. Merci en tout cas d'être venu. Encore bravo pour ces championnats d'Europe. On te souhaite plein de bonnes choses et une belle continuation. Et puis peut-être à bientôt en compétition, soit de power, soit de crossfit. Ouais, tu vois, les French, ça m'a donné envie d'aller voir l'année prochaine ou un truc. Non, mais... avec grand plaisir. Et puis je fais pas mal. J'aimerais bien me remettre. Je fais un peu de photos sportives, enfin beaucoup rugby. Ah oui. J'aimerais bien m'y remettre un peu et j'aimerais bien me challenger sur du CF en littéral. Donc voilà. Moi, je fais la com du Ragnarok aussi, du coup. C'est ça que j'ai trouvé ma avec grand plaisir. Tu sais quoi, tu rentreras peut-être dans l'équipe de Drop-In. Si tu veux nous faire des photos, on sera toujours ravis de t'avoir. Surtout moi, qui suis pas très très bon. Allez, merci beaucoup Emma et puis à une prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Razors off. Willie Shores. Viva la France. Wow. In sixth place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France. They are going back to Madison. He's trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd. Viva la France for Victor